Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, c'est en fait une deuxième partie de la vidéo que j'ai fait sur les étapes, ou du moins sur ma soutenance, sur le fait que je suis devenue docteur en mathématiques. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo, il y a beaucoup de parties que j'ai sautées et que je pense que c'est important parce que si vous voyez, si vous voulez faire une thèse, si vous êtes donc en train de faire une thèse et que peut-être vous traversez des situations compliquées, cette vidéo en fait va vous aider à comprendre que c'est normal, ça peut arriver. Mais il faut savoir comment se relever. Donc cette vidéo pour moi, c'est plus une vidéo de motivation parce qu'on en a besoin parfois, mais aussi une vidéo pour comprendre que si vous vivez des situations difficiles, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui passent par là, mais il faut s'accrocher. Donc, dans cette vidéo, je vous expliquais déjà le fait, quand je vous dis que j'ai fait ma thèse en 3 ans. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Clotilde Duquem. J'ai la chaîne Maths pour tous et j'ai défait ma soutenance. Donc, je vous invite quand même à regarder la première partie de cette vidéo pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Et je rajoute cette deuxième partie pour aider à mieux comprendre certaines choses. Donc, vous pouvez voir le lien quelque part là en haut. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Les points, c'est le fait que j'ai eu une première opération en 2020, deuxième opération en 2021, et il y a aussi la pandémie qui était justement entre les deux. Donc, on peut dire que la pandémie, c'était quand même quelque chose qui a réduit. D'ailleurs, même il y a des personnes on nous a augmenté 6 mois des tests que je n'ai pas pris parce que on avait eu la pandémie. Donc, quand je dis j'ai fait ma thèse pendant moins de 3 ans, c'est parce que j'ai eu des arrêts maladie qui m'ont pris presque 6 à 7 mois. Et donc, durant ces moments-là, je ne travaillais pas du tout. Donc, pour bien vous situer le contexte, je suis née avec une malformation de la hanche et cette malformation, c'est une maladie qui s'appelle la dysplasie. Alors, je découvre que je suis malade un peu tard. J'ai eu des douleurs avant quand je faisais du sport. J'étais assez sportive avant. Donc, quand j'avais des douleurs, je pensais que c'était justement dû au sport. Donc, j'avais pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Maintenant, aujourd'hui, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais les béquilles. Alors, pour les gens qui me connaissent un peu, j'ai utilisé les béquilles pendant presque 2 années parce que je ne pouvais pas marcher, donc je devais utiliser les béquilles pour me déplacer. J'ai eu la chance d'avoir deux directeurs, un directeur de thèse et une directrice de thèse qui me soutenaient à fond et qui devaient m'accompagner de là où j'habitais au centre de recherche et me ramener et qui devaient d'ailleurs m'accompagner dans mes rendez-vous à l'hôpital. Alors, ne vous inquiétez pas, si je pleure dans cette vidéo, il faut comprendre. C'est vraiment hyper dur de raconter encore tout ça. Donc, après, tout a été mis en place. Donc, le chirurgien me confirme que je dois faire une première opération qui s'appelle une prothèse totale de la hanche. C'est-à-dire, j'ai une hanche droite qui, due à cette maladie, a été déformée complètement, a été détruite par l'arthrose. Et donc, il faut absolument remplacer la hanche. Et donc, tout se fixe et on décide pour la première opération le 6 juin 2020. Donc, je vais me faire opérer et je vais rester pendant longtemps à l'hôpital. Je vais avoir la chance d'avoir, comme je vous ai dit, je fais que rappeler, je vous parlerai plusieurs fois. Je vais dire ma directrice et mon directeur de thèse. Donc, ma directrice va m'accueillir chez elle, elle va prendre soin de moi. Donc, je vais passer à l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, en fait, c'est comme l'ambulance qui m'amène tous les jours à l'hôpital. Je vais rester, je vais revenir aux environs de 13 heures à la maison. Je repars le lendemain. Donc, ça, pour la première opération, j'ai fait pendant presque 2 mois. Et donc, pendant presque 2 mois, je partais faire tout ça. J'ai aussi appris à nager, d'ailleurs, je veux dire. J'ai aussi appris à nager en faisant la rééducation. C'est quand même bizarre de l'entendre comme ça, mais c'est bien parce que finalement, j'ai appris quelque chose à force d'aller à l'hôpital. Donc, je vais faire la rééducation de cette hanche parce que 2 mois, c'est la rééducation intense. Donc, je vais continuer à aller chez le kiné 2 à 3 fois par semaine. Donc, je vous dis, si je rajoute tous les temps que je suis allée chez le kiné durant ces 3 années, on peut vraiment s'en rendre compte que j'ai fait ma thèse que pendant 2 ans. Et donc, je rajoute, et n'oubliez pas, je rajoute le fait que quand on est malade et que tous les problèmes psychologiques qui s'ajoutent à ça, et bon, j'avais vraiment rien de grave. J'étais tellement positive et je pensais toujours que tout allait aller très, très bien. Donc, c'était une première opération. J'ai eu une anesthésie locale. D'ailleurs, je voulais très bien voir comment ça se passe, l'opération en labo et tout. Bon, malheureusement, je me suis endormie et le chirurgien ne m'a pas réveillée pour que je puisse voir ce qui s'est passé. J'étais un peu furieuse contre lui. C'est bizarre de dire ça, mais non, c'est un bon chirurgien et tout s'est bien passé.
Donc, durant la rééducation, jusqu'au bout de 8 mois, la deuxième hanche a commencé à faire mal. Déjà, on savait qu'elle avait un problème, mais son problème n'était pas aussi grave que la hanche droite. Donc, il fallait faire une opération sur la hanche gauche. Alors, comme je vous ai dit, la première opération, la prothèse, ça veut dire qu'on retire mon os et on remplace par l'autre os. Mais la deuxième opération, c'était différent. On ne devait pas remplacer l'os, on devait juste faire une sorte de fracture. Ça s'appelle une ostéotomie acétabulaire. Ça, c'est la deuxième opération. Donc ça, on devait prendre plus de précautions, on devait planifier. Alors, première opération, j'étais très, très bien préparée psychologiquement parce que j'attendais un peu ça. Après la première opération, je reprends toujours la partie déjà de la première opération. Tout allait bien, j'avais arrêté de marcher avec les béquilles et tout ça. Bon, j'ai utilisé les béquilles 2 mois, pendant 2 mois et demi après l'opération, mais après, j'ai commencé à marcher normalement et tout allait bien. Au bout d'un moment donné, comme j'ai dit, la deuxième hanche a recommencé. Je suis retournée à l'hôpital. On devait faire cette opération qui s'appelle ostéotomie acétabulaire de la hanche gauche. Alors, cette opération ne se fait que pour les personnes qui ont moins de 40 ans. Bon, les prothèses, c'est généralement pour les personnes qui sont âgées, mais je n'avais pas d'autre choix. De toutes les façons, quand on fait une prothèse, il faut rechanger la prothèse. C'est un peu comme si on avait une pièce mécanique. Et il faut modifier la pièce mécanique à un moment donné parce que, bah, vous voyez, c'est comme la voiture, ça se froid, les pièces, il faut les modifier. Alors, il y a les gens qui aiment bien dire, tu parles en rigolant, mais bon, oui, il faut en rigoler parce que de toutes les façons, pleurer ou pas pleurer, ça va rien changer. J'aime bien rappeler ça. Donc, quand on a eu ces douleurs, là, que j'ai eu tous ces problèmes-là et tout le reste, donc maintenant, pour la deuxième opération, c'était une ostéotomie acétabulaire. Et cette opération, en fait, c'est le fait de diviser l'os quelque part, ouvrir comme ça, comme une sorte de fracture et laisser pour que ça repousse. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Donc, une opération qui était hyper compliquée et qui prenait beaucoup de temps. Donc, je suis restée. Donc, déjà, je devais faire une anesthésie générale. L'opération a eu lieu le 10 juin 2021. Donc, ça, c'est encore toujours pendant ma thèse, parce que vous savez, j'avais débuté ma thèse en octobre 2019. En juin 2020, j'ai fait ma première opération. En juin 2021, j'ai fait la deuxième opération. Et donc, durant cette deuxième opération, on devait me faire une anesthésie générale. Après l'anesthésie générale, c'était très, très douloureux. Donc, j'avais une péridurale. Pour les gens qui ne savaient pas ce qui s'appelle péridurale, c'est quand une femme est enceinte et qu'elle va accoucher, donc on met un peu une sorte d'anesthésie sur le bas du corps pour qu'elle ne ressente pas la douleur. Donc, pour moi, c'était très grave après l'anesthésie générale, malgré les médicaments, malgré tous les trucs compliqués, hyper lourds que je prenais, il me fallait quand même avoir ça pour arriver à estimé que je devais supporter la douleur. Donc, je suis restée, contrairement à ma première opération, je ne suis restée que 2 jours à l'hôpital. Pour ma deuxième opération, à l'hôpital même, hein, je veux dire, parce que je dis bien l'hôpital, après il y a l'hôpital de jour. Je suis restée pendant 10 jours. Après, je suis retournée à la maison et encore, j'ai eu la chance d'avoir ma directrice de thèse qui était là et qui m'a encore pris chez elle. Alors, cette fois, c'était vraiment grave. C'était vraiment grave parce que je ne pouvais pas bouger. J'étais restée allongée, je ne pouvais pas faire de mouvement. J'étais au lit, j'étais allongée sur le dos, je ne pouvais pas faire autre chose. Et donc, de retour à la maison, c'est compliqué. Donc, de retour à la maison, je ne pouvais pas me coucher sur un lit normal. Donc, on a ramené un lit de l'hôpital à la maison. Et donc, je devais me coucher sur ce lit-là. Et je vais vous éviter tous les détails parce que je pense que c'est hyper long et je vais finir par pleurer là devant. Donc, je vais vous éviter tous les détails. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je ne marchais pas. Et ça, je suis restée dans cette position presque pendant un mois où on devait m'aider à bouger, à faire tous les mouvements que vous pouvez voir. Je suis restée dans cette position pendant un mois. Et après ça, il y a eu un autre truc qui est arrivé très grave par la suite. Alors, c'est pas très grave, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai perdu la sensation du nez de mon pied gauche, justement. Tout le nez du fémur, ça s'appelle le nez fémoral et tout ça. J'ai perdu la sensation, donc toute ma cuisse, je ne la sentais plus du tout. Et ça, c'était quelque chose qui était prévisible vu là où on m'avait opéré. Et j'ai pris beaucoup de temps avant de commencer à ressentir un peu ma cuisse. Aujourd'hui, je ne ressens pas vraiment entièrement. Mais par rapport à avant où j'avais des chocs de nez, où j'avais aussi des brûlures, parce que des brûlures, ça veut dire quand je porte une robe comme ça, en fait, ou c'est tout simplement que un habit ou quelque chose ne doit pas passer sur ma cuisse. Donc, tout ça est passé. Aujourd'hui, ça va bien. Donc, j'ai dû rester comme ça. J'ai dû faire la rééducation à l'hôpital et tout le reste pendant 3 mois intense. C'est-à-dire, j'allais à l'hôpital tous les jours pendant 3 mois. Après 3 mois,
Je ne marchais pas toujours. J'avais toujours la béquille, je ne pouvais pas marcher sans la béquille, en fait. Et donc, c'est au bout de 5 mois, bah, sauf qu'après 3 mois, vous savez, en France, il y a un certain nombre de délais qu'on peut prendre pour les congés et tout. Donc, au bout d'un moment donné, comme j'ai pris trop de congés, on avait coupé mon salaire. Bon. C'est vrai qu'en expliquer comme ça, c'est très on est malade et on n'a plus de salaire. C'est vraiment dur, je vous assure. Mais bon, malheureusement, c'est la règle. Si on prend trop d'arrêt maladie et qu'on dépasse, au début, d'abord, tu as ton salaire, après, on divise de ton salaire. C'est un truc qu'on appelle période demi-traitement et tout. Et à un moment donné, quand tu as trop de congés maladie, comme ce que moi j'avais eu, tu n'as plus de salaire. Donc, à un moment donné, je n'avais plus du tout de salaire. Mais c'est pas grave. Donc, au bout d'un moment donné, quand je n'avais plus de salaire, que c'était hyper compliqué et que je devais toujours retourner à l'hôpital, j'ai dû prendre les congés pour aller à l'hôpital. Donc, mes congés, je partais à l'hôpital avec les congés. Mais tout ça, au bout de 5 mois, je commençais un peu à marcher sans les béquilles. C'est vraiment au bout de 10 mois. C'est-à-dire, si vous comptez de juin, c'est au bout de 10 mois que j'ai vraiment commencé à marcher normalement et tout le reste. La hanche gauche a beaucoup évolué aujourd'hui. Lorsqu'on fait une opération, on a mis des vis qu'on va me refaire une autre opération pour retirer ce matériel-là que je vais faire d'ici quelques semaines ou quelques mois à venir. Je vais refaire une autre opération pour retirer ça, mais c'est une simple opération. Et pour la prothèse, malheureusement, avec le temps, il va falloir changer. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je considère que je n'ai pas fait 3 années de thèse parce que je n'ai pas fait. Durant toutes ces périodes où j'étais malade, je n'avais même pas mon ordi avec moi, donc je ne pouvais pas du tout travailler. Et vous voyez bien que quand j'avais tout ça, je ne disais pas pourquoi moi, parce que je me rappelle, il y a mon frère qui aimait bien dire, oui, pourquoi cette maladie est arrivée sur toi. Je vous explique pour les gens qui ne connaissent pas. La dysplasie, en fait, c'est une maladie qui déforme les hanches. Généralement, les gens qui sont très touchés, ce sont les Bretons qui sont en France. Et ces personnes-là, à la naissance, on découvre et on met juste une forme de couche à l'enfant, le problème se résout très, très rapidement. En Afrique, il y a très peu de cas, c'est-à-dire 4 sur 10 000 personnes ont cette maladie-là. Je suis tombée parmi ces personnes-là. Et beaucoup de problèmes de ce type de maladie se résout en Afrique avec le fait qu'on porte les enfants au dos. J'avais fait une vidéo un peu sur la chaîne YouTube où j'abordais ça. Il y a des personnes qui m'ont expliqué les choses. Les parents ne portaient pas les enfants au dos pour rien. En Afrique, aujourd'hui, on n'a pas la chance de pouvoir faire tous les examens possibles après l'accouchement. Et alors, le fait de porter les enfants au dos, en fait, c'était justement cette solution-là qui résout le problème pour les malformations comme ce que moi j'avais eu congénitales. Donc, porter vos enfants au dos, ça peut être bénéfique ou si vous avez les moyens, faites des contrôles à la naissance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Il y a quelqu'un qui m'a d'ailleurs proposé si je ne pouvais pas faire une association par rapport à ça. Pour le moment, mes qualités de leader sont encore très, très au bas niveau. Peut-être qu'avec le temps, quand je vais mieux apprendre, je pourrais prendre une casquette comme ça. Mais je pense que je connais pas beaucoup gérer les gens. C'est encore compliqué pour moi. Donc, j'essaie encore d'apprendre. Avec le temps, peut-être ça ira. Et donc, pour ces maladies-là, donc, vous, jeunes, pour les jeunes ou pour les gens qui ont encore la possibilité aujourd'hui, le fait, c'est vrai que c'est à la mode pour tout le monde de porter les enfants dans les poussettes et tout ça, mais pensez aussi au fait, et je sais aussi que le fait de porter les enfants au dos, ça affaisse les seins, et les jeunes femmes aussi veulent garder leur poitrine, ne pas affaisser et tout le reste. Je comprends tout ça. Mais pensez également au fait que, alors c'est pas parce que ma mère ne m'avait pas porté au dos, hein, elle m'avait porté, mais je vous ai juste dit que le fait de porter les gens au dos, ça réduit. Et donc, ça peut être une solution si vous êtes dans ce cas-là. Si vous n'avez pas fait des tests, mais vous avez porté l'enfant au dos, ça résout ce genre de problème qui peut devenir très, très grave plus tard. Parce que quand ça arrive au stade compliqué, on est obligé de passer dans une chaise roulante et après, on n'est plus capable, bref, on n'est plus capable de marcher et on passe dans une chaise roulante. Et quand vous voyez beaucoup de personnes dans des villages qui peinent à marcher et qu'on va dire que, oh, on a fait ceci sur le pied, tout ça. Bref, c'est toutes ces choses-là. Et vraiment, il faut faire attention. Si vous avez la chance, allez vraiment alors, j'ai trop parlé de la maladie et maintenant je reviens. Si je veux dire, pendant la pandémie, comme tout le monde, hein, il y a eu des moments où j'ai très bien travaillé, des moments où je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc, s'il faut vraiment rajouter tous ces éléments, je peux vous dire que j'ai fait ma thèse que pendant 2 ans. Mais je ne regrette, en fait, c'est pas que je ne regrette pas, je ne ressens pas le fait qu'il y avait moins de temps. Je ne ressens pas que j'ai eu moins de temps durant ces 3 années. J'ai plutôt vu que j'ai eu des expériences qui accompagnent la vie et que parfois on a besoin de ces choses-là pour comprendre qu'il faut exister ou qu'il faut vivre. Et moi, je ne me dis pas, est-ce que ma situation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en disant,
tu es très forte. Je pense que chacun de nous, chacun est hyper fort ou hyper forte et tout ça. Et lorsqu'on nous donne des situations, les situations qu'on rencontre dans la vie, ce sont des situations qui sont à notre portée. Ne pensez pas que vous portez plus de problèmes que l'autre. Je peux me faire opérer ou je peux me faire couper d'un pied et quelqu'un d'autre qui a juste les maux de tête ressent beaucoup plus de mal que moi, par exemple, où j'ai fait ces grosses opérations et tout le reste. Donc, je veux dire, ne sous-estimez pas le problème de l'autre. Ne pensez pas que votre problème est beaucoup plus complexe ou beaucoup plus élevé par rapport au problème des autres. Non, pas du tout. Respectez, je vais me dire comme ça, respectez la douleur des autres. Quelqu'un, même s'il a mal à la tête et qu'il en crie tout le temps, la personne n'a pas la même force ou les mêmes énergies ou tout le reste de supporter peut-être les problèmes comme moi ou comme d'autres gens. Et ça, il faut respecter. C'est pour ça qu'on est unique. Et je dis toujours que pour moi, je ne les vois pas comme des problèmes. C'est peut-être pour ça que je vois ça beaucoup. Je pense que ça fait partie de ma vie. Tout le parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est au hasard. Tout en fait, tout se justifie et quand je regarde tout ce que je fais autour de moi, je comprends que j'avais besoin de ces choses-là. J'avais besoin, le fait d'être ici, le fait d'être là, le fait de voyager, le fait de partir, il y a plein de choses que je comprends pour moi que ça fait partie de ma vie. Et je ne peux pas être dans la situation où je pense que je souffre beaucoup plus par rapport aux autres. Donc, cette vidéo, comme j'ai dit, c'était une vidéo de motivation. Je sais que ça peut être compliqué. Ça peut être même juste qu'on travaille, on voit qu'on ne s'en sort plus, on écrit des articles durant la thèse, on voit qu'on n'arrive pas à publier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ta situation, c'est ta situation. Elle est certes particulière, mais particulière à toi. La seule personne qui peut faire face à cette situation, c'est toi. La seule personne qui peut résoudre cette situation, c'est toi. Quelqu'un ne peut pas comprendre ta situation comme toi tu la comprends parce que la personne n'a pas le même vécu que toi et c'est tout à fait normal. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que face à cette situation, si tu te laisses englober par la situation, tu vas juste te détruire la vie pour rien parce que ça ne va pas du tout changer. Te morfondre, pleurer. Pleurer, c'est important. Il faut pleurer parfois. Moi aussi, je pleure. Quand il y a des situations, soit les peines de cœur et tout ça là. Je pleure, mais il faut penser au fait que pleurer et par la suite se relever. C'est surtout ça que je veux. C'est pas compliqué de pleurer. Si vous voulez partager vos expériences, partagez-le, mais surtout, ne restez pas dans la position figée et pensez que votre situation n'a pas de solution. Elle aura toujours une solution. Peut-être même parfois, un problème va être la solution à un problème que vous avez. Difficile de dire comme ça. J'ai fait un peu beaucoup de philosophie en parlant comme ça. Mais parfois, un problème que vous avez, c'est la solution à un problème que vous avez. Et c'est tout à fait normal. Donc, voyez juste le bon côté à chaque moment quand vous êtes dans une situation. Ça peut vous aider. Si vraiment ma vidéo vous aide à comprendre certaines choses, je vais être ravie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire des trucs en commentaire que vous avez compris sur toutes ces histoires de maladies et tout le reste. Mais bon, vous savez, maintenant, après, c'est bien aussi, hein. Bon, je vais pas dire que c'est bien d'être malade, mais je peux vous dire que ce que je connais de la biologie de cette maladie, maintenant, j'ai envie de faire une modélisation sur cette maladie. Et ça peut être très, très intéressant parce que finalement, le côté maths va m'aider à bien modéliser les choses et pouvoir étudier le comportement de toutes ces maladies dans les pays africains ou même chez les Bretons de façon générale. Bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je pense que je vais retourner sur les vidéos de maths. Comme quelqu'un a dit, il faut que je continue de faire les vidéos pour dire qu'est-ce qui se passe de la vie après thèse. Je vais vous en parler, comme je vous ai dit, par rapport au postdoc. Je vous reviens très, très bientôt. Bye bye.